Bienvenue dans Jumpscare, votre podcast horrifique qui sort tous les vendredis pour vous faire découvrir de nouveaux films d'horreur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'organisateur et le créateur du célèbre festival, et oui je dis célèbre festival, On vous ment, dont on vous parle toutes les semaines. Nous avons donc le plaisir de recevoir Nico. Salut Nico. Salut. Car la semaine prochaine se déroulera le festival de documentaires On vous ment à Lyon. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, je crois que tu as tout dit. C'est un festival de faux documentaires qui se passe à Lyon. C'est la 9e édition qui aura lieu cette année. Et puis, écoute, voilà, c'est le seul festival du genre en France, déjà. Que dire de plus, si ce n'est que je suis très content d'être ici pour parler d'un film que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quel est le film que tu vas nous présenter ce soir, Nico ? Eh bien, je vais vous parler de Projet X. Non, je plaisante. On va parler... Je vais m'étouffer. On s'est tous regardés en disant merde, on l'a pas vu. On va parler de Ghostwatch. Ghostwatch. Effectivement, pour nous parler de ce film ce soir, nous recevons de courageux viewers qui se sont confrontés à Ghostwatch. Nous avons le plaisir de le retrouver ce soir dans l'émission, le grand Dario. Salut Dario. Salut, je suis pas si grand, je fais qu'1m72. Non mais t'es grand dans nos cœurs, t'es le grand Dario. Je prends de la place, quoi. Avec lui, nous avons donc Mimi. Avec lui, nous avons Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. En troisième et non la moindre, Lily du blog du cinéma. Salut. Et enfin, Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Une belle équipe ce soir pour nous parler de Ghostwatch. Mais qu'est-ce donc que Ghostwatch ? Est-ce que le monteur pourrait me mettre une musique un petit peu suspense, genre feu de camp ? Merci beaucoup. Imaginez-vous, Halloween 1992 sur la BBC. Une nouvelle émission de chasse aux fantômes qui s'intitule Ghostwatch et qui est diffusée en direct. Cette émission, elle est présentée par Michael Parkinson, un animateur vedette de la chaîne, aidé par Sarah Green, une animatrice connue surtout pour les programmes pour enfants. En effet, pendant que Parkinson sera en plateau à recevoir les avis des téléspectateurs par téléphone, Sarah, elle, se rend dans une maison du sud de Londres, une femme célibataire qui habite avec ses 2 filles et qui se plaint de la présence d'un poltergeist mystérieux qui s'en prend à ses enfants. Et bien sûr, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu. Mais le twist, c'est que tout cela était faux. Non. J'aimerais une réaction. Merci. Tintin. Et oui, ce n'était pas une émission en direct, il s'agissait en fait d'un film. Oh là là, un documentaire qui a été réalisé par Leslie Manning et écrit par Stephen Volk. Mais la BBC a eu le malheur, on va dire, de courroucer énormément de spectateurs, puisque sur 11 millions de spectateurs, on estime que ce soir-là, la chaîne a reçu plus de 1 million d'appels téléphoniques de personnes à la fois terrifiées ou énervées, qui se plaignaient du programme. En effet, Ghostwatch a terrorisé l'Angleterre et n'a plus jamais été rediffusé à la télévision anglaise. Et donc, pour en parler ce soir, nous allons commencer par l'avis de Nico. Nico, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film terrifiant ? Écoute, terrifiant, je suis pas sûr. Mais en tout cas, si pour l'époque, pour l'expérience fut terrifiante à l'époque, je pense pour les spectateurs. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est un film d'horreur dans un premier temps. Et parce que c'est un film qui reste cependant assez méconnu. Oui, j'entends les quelques geeks boutonneux fans d'horreur qui ont fait « Ah, moi je le connais depuis longtemps. » Oui, certes, ok. Mais je veux dire, le grand public ne connaît pas ce film en général, et alors qu'il est très sympa. Le film est évidemment assez méconnu du grand public, même totalement en France, en fait, puisqu'il n'a jamais été diffusé en France, évidemment à la télévision, etc. Enfin bon, dans les salles, puisque c'est pas un film de cinéma, c'est plutôt ce qu'on peut appeler un téléfilm. Et en fait, alors c'est pas du tout, Amélie, je vais te prendre. C'est pas du tout un mockumentaire, mais pas du tout un mockumentaire, il n'a pas vocation à être drôle, il n'a pas... Et donc c'est ce qu'on appelle plutôt ce qui rentre dans la catégorie de TV hoax, des hoax télévisés, oui. Comme il y en a d'autres,
en Angleterre notamment, un qui a été très très important et novateur, c'était Alternative Free en 77, qui était réalisé par Christopher Miles et écrit par David Ambrose. David Ambrose qu'on connaît, c'est le scénariste de Daryl. Quelques décennies plus tard arrive Ghostwatch. Ghostwatch qui rajoute la particularité donc de pas être sur un délire extraterrestre science-fiction, mais d'être plutôt axé sur de l'horreur et du fantôme. Et ce qu'il propose en plus, c'est le côté direct, plateau télévision, direct, etc. Et de faire vivre l'expérience pour de vrai, entre guillemets, aux spectateurs sans qu'ils soient avertis. Voilà, donc ça c'est assez important, donc ce qu'on peut considérer comme une espèce de téléfilm, mais c'est un peu plus que ça, c'est vraiment un TV Hawks. C'est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très malin dans son utilisation de son objet du Hawks télévisé. Notamment, moi j'aime beaucoup le côté qu'il y a un plateau avec des invités et en même temps une équipe de télévision en direct. Bref, il y a un dispositif qui est très intéressant, très ludique aussi, et une vraie belle utilisation des codes de la télévision. Et voilà, comme tu as dit aussi, évidemment, mais Alternative lui avait fait la même chose. Un présentateur très connu et très respecté, très sérieux. Voilà, sur une chaîne qui n'est pas des moindres non plus, très sérieuse, très reconnue. Et donc tout ça en même temps fait que j'aime beaucoup ce film qui est une belle expérience. Je dirais pas qu'il fait peur, effectivement, de nos jours. Je dirais pas que de notre côté, spectateur d'aujourd'hui, on a peur. On sait déjà ce que c'est, mais je le trouve néanmoins quand même très ludique et plaisant à regarder et très plaisant dans son utilisation des codes de la télévision. Oui, justement, tu parlais du dispositif. Il y a toute une partie qui est que du coup, le mari de Sarah Green est en plateau. En fait, il est sur il s'occupe du standard téléphonique parce que, étant donné que c'est censé être en direct, les spectateurs peuvent appeler normalement pour partager leurs propres expériences de fantômes. Et en fait, petit à petit, les gens ils vont se mettre à parler non pas de leurs propres expériences de poltergeist, mais de l'histoire de cette maison. Dans laquelle ils sont en train d'enquêter et comme ça donner les spectateurs en fait participent, les spectateurs entre guillemets, puisque en fait effectivement c'est pas des vrais spectateurs, mais c'est par les appels téléphoniques du public qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire de cette maison et du coup qu'on apprend un petit peu l'identité du fantôme. Et moi je trouve que c'est un dispositif qui marche super bien. Et surtout le fait que le mari de la présentatrice soit en plateau et que quand ça part en couille entre guillemets, il soit inquiet. Enfin, d'abord il est un petit peu distrait et puis il est de plus en plus inquiet. Et je trouve que d'avoir mis un couple de présentateurs, ça crédibilise encore plus le dispositif qui est mis en place. Mais tu pointes quelque chose de vraiment intéressant, ce truc collectif de recherche, d'indices et tout, qui prépare un peu à la culture internet qui arrivera plus tard, de ce côté un peu même ARG, voilà, on se met ensemble, on va chercher des indices collectivement en même temps. Tu vois, il y a vraiment un truc réseau qui n'existait pas vraiment à cette époque, qui émane de ce film, effectivement, à travers ça. Et du coup, nous allons passer, on reviendra un petit peu après, à la fin, sur ton avis, Nico, mais nous allons passer à l'avis des jumpscaros, en commençant par celui de Dario. Donc, Dario, qu'est-ce que tu as pensé de Ghostwatch ? Alors, moi je connaissais pas Ghostwatch, du coup j'ai vu qu'il n'était pas diffusé en France, etc. Je le connaissais pas, je l'ai découvert pour l'émission, comme souvent, vous me direz. Mais j'avoue que j'étais vraiment séduit par la proposition. Je trouve que c'est vraiment super. Il y a une... Ouais. Voilà. Déjà, c'est fou. Mais il y a vraiment une compréhension, je trouve, totale en fait du média qui est utilisé. Et je trouve ça vraiment fou parce que au-delà du côté fausse émission télé, en fait, pour la mise en scène, c'est très réfléchi, ça se voit parce qu'en fait, il y a
quand on fait un peu de cinéma amateur, tout ça, on parle souvent de ressources filmmaking. C'est le moment où on se dit, bah, ok, j'ai accès à quoi pour faire mon film sans que ça me coûte trop d'argent. Et là, je trouve qu'il y a une économie de moyens, mais qui ne se voit pas à l'écran, en fait, qui se ressent parce qu'on se dit, ok, donc ils avaient accès à un plateau télé et une maison, ils sont servis pour raconter une histoire, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant en termes de production et même en fait contrairement à ce que tu as dit, Nico, je trouve qu'il y a des passages qui sont un peu terrifiants, notamment un. Alors je sais pas si on peut raconter ou pas, je sais pas ce que Oui, vous en pensez. on peut sans trop spoiler, mais moi aussi je suis d'accord, il y a des trucs qui marchent encore super bien aujourd'hui. Hein. Moi je trouve qu'il fait peur, quoi, Ghostwatch. Ouais, je suis Bah, assez tant mieux, d'accord, tant il y a mieux. vraiment un passage en particulier avec ce fameux Pipes qu'on entrevoit vers la fin là. Waouh, moi j'étais. Il y a souvent, en fait, je trouve, dans les films d'horreur, un moment où t'es un peu. Tu dis, ah, on l'a pas bien vu, etc. Mais là, le fait de pas bien le voir, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose d'encore plus terrifiant. Parce que, évidemment, enfin, c'est Il un. apparaît 13 fois dans le film, voilà. Il y a 13 fois où tu peux l'apercevoir, donc j'encourage les auditeurs à essayer de le trouver. Putain, je l'ai pas vu autant de fois, moi. Moi, je l'ai pas vu du tout. Ah bon? C'est pas Mais ton regard du quand coup, il a dit Pipe, ça fait. Ah bon? Bah, c'est intéressant, mais cette séquence en fait où ils sont devant ce qu'elle appelle le Glory Hall, là, qui est cette pièce noire où le gars avant développait des photos, il y a un moment où on voit la moitié de Pipes, quand même, tu vois, genre pendant Pas vu. une ou deux frames, tu l'as pas vu? Pas du tout. Et pourtant, je l'ai Ah, vu mais il y a trois un moment où fois, on le voit en film. entier. Il y a Ouais, la ouais. couverture, la couverture. Fou, là, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. La caméra panote comme ça dans la chambre pour enfants. Elle fait un tour sur elle-même et tu l'aperçois à un moment. Et d'ailleurs, il joue un petit peu avec ça. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant dans le film. C'est que la première fois qu'il nous montre des images de la chambre d'enfant, les spectateurs appellent pour dire qu'ils ont vu un fantôme. Mm. Du coup, tu te dis, mais est-ce que moi je l'ai vu? Il te repasse un extrait où cette fois tu le vois, mais les gens en plateau ne le voient pas. Ouais. Et il te repasse ce même extrait une troisième fois où là, le fantôme a à nouveau disparu. Donc tu te poses des questions sur toi-même. Est-ce que tu as vraiment vu le fantôme ou pas? Et ça, c'est un vrai jeu intéressant avec le spectateur, je trouve. Ouais, je suis vraiment d'accord. Surtout que ce passage-là où en fait il y a quelqu'un qui appelle et qui dit bah moi je l'ai vu dans les rideaux machin et il y a l'experte en surnaturel Oui, c'est une qui dessine, parapsychologue. parapsychologue qui dessine un peu la silhouette. C'est évident pour nous les spectateurs de bah oui on le voit là cette silhouette etc. Et du coup c'est assez rigolo que elle ne le voit pas. Du coup ça a créé un peu plus de tension. Même si je pense que le gros reproche qu'on pourrait faire au film, que moi je lui ferais pas parce que il a vraiment marché à 100% sur moi, c'est que il y a quand même une belle phase en fait de setup quoi. Il y a 40 minutes où on nous présente un peu le dispositif qui est mis en place, on rencontre les gens, etc. Avant qu'il commence vraiment à se passer des trucs. Moi je trouve que c'est une force pour le film, mais je sais que par exemple ma copine ça lui a un peu, c'était un peu rébarbatif, elle a eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça. Et moi, je trouve que c'est une force parce que du coup, on s'habitue en fait au code du documentaire, hein, vraiment de la caméra embarquée, des zooms, etc. On s'habitue et du coup, les acteurs qu'on voit, on les voit vraiment comme des gens en fait, au-delà du fait que les présentateurs anglais qui étaient connus à l'époque, que moi je connaissais pas en regardant le film, mais bah, en fait, au-delà du fait qu'ils nous présentent des gens, on voit tout de suite que c'est des vrais gens, quoi. Il n'y a pas de mauvais acteurs, même si souvent les enfants c'est un peu compliqué, je trouve. Là, les deux filles, elles jouent plutôt très bien. Et il y a un deuxième passage que j'ai trouvé assez effrayant, mais qui est aussi dû à la caméra, c'est ce passage où Suzanne, elle est contre le canapé et elle baragouine un espèce de, comme si elle était possédée par Pipes. Et donc elle a cette voix un peu cliché dans les films de possession, etc. Mais en fait, comme ça fait 40 minutes qu'on nous montre des enfants raconter un peu leur mal-être dans cette maison, etc., on oublie en fait qu'on regarde un film. Et cette mise en scène de la caméra qui zoome lentement sur la gamine qui est en train d'être possédée avec sa mère qui est devant elle, qui lui dit bah, mais qu'est-ce qu'il y a, reprends-toi, reprends-toi, et qui parle comme un démon, je trouve que c'est vraiment terrifiant, quoi. Ça me fait un peu penser Enfin, avoir traîné un peu sur internet, mais il y a 15 ans, il y avait souvent des vidéos d'exorcisme, un peu des trucs, c'est souvent Oui. très mal filmé, etc. Ça me faisait un peu penser à ça, surtout que c'est souvent des caméras fixes, genre des caméras de sécurité. Et il y a pas mal de plans caméras de sécurité aussi dans le film. Donc moi, je trouve que c'est une réussite totale. Hein, et tout ça, en fait, au-delà du côté prank du film,
Parce que ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'ils sont allés au bout, quoi. Ils ont projeté ce truc-là sans prévenir que c'était une parodie, en fait. C'est une parodie d'émission pour le soir d'Halloween. Ouais. Et au-delà, mais enfin, le film est réussi, quoi. Après, c'est même plus qu'une parodie, c'est vraiment c'est un film d'horreur qui. Mais effectivement, ils ont vraiment. Ils sont allés au bout du truc. Et vraiment, dans les faux documentaires, c'est important d'aller au bout de son truc, pour moi. Hein. Et c'est là où ça fonctionne. Et effectivement, c'est là où ça fonctionne, c'est quand on oublie que c'est du faux, qu'on se prend au jeu. Et en fait, ça devient encore plus immersif, des fois, qu'un film de fiction, parce qu'il y a vraiment ce côté. Ouais, on sent un peu les gens réels, quoi. Et ça, quand ça marche sur quelqu'un, c'est très fort. Et c'est rare. Et du coup, je donne mon avis un petit peu entre les vôtres. Moi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est found footage et des trucs comme ça, c'est que pour moi, l'horreur qui est efficace, c'est l'horreur qui en fait très peu. Selon moi, tu peux vraiment terrifier les gens avec vraiment très peu de choses. Il n'y a pas besoin d'être spectaculaire, il n'y a pas besoin d'avoir des gros effets spéciaux pour terrifier les gens. Et je trouve que sur ce coup-là, Ghostwatch marche très bien. Effectivement, si tu le regardes maintenant, ben, peut-être que ça te fait pas très peur, mais faut pas oublier que c'est bien avant Blair Witch, que c'est bien avant Paranormal Activity, que justement ce film, il a influencé le found footage horrifique, et que du coup, il est parmi les premiers à jouer avec ces effets-là, et qui sont encore utilisés et efficaces aujourd'hui, quoi. Et effectivement, les zooms, les caméras à l'épaule un peu tremblantes, le caméraman qui se pète la gueule et la petite fille qui parle avec une voix possédée, ben, en fait, ça fonctionne. Et ça suffit à créer un univers qui est cohérent. Enfin, je trouve. Il y a le côté grain dégueulasse des caméras de télévision des années 90 qui rajoute encore en fait du dégueulasse par-dessus du flippant. Et du coup, ça marche vraiment de fou, quoi. Et je terminerai juste sur les 30 dernières secondes après le générique. Alors, il y a le générique qui défile et il reste 30 secondes avec un espèce de bruit blanc, avec un écran noir. Et du coup, j'étais en mode, bah, le film est pas fini, en fait. Il va y avoir ce truc un peu cliché de la scène post-crédit où quelqu'un retrouve la caméra et parle dans la caméra en mode on est tous morts, what the fuck. En fait, pas du tout, mais du coup, ces 30 secondes-là, où il y a juste un écran noir et du bruit blanc après le générique, je me dis, bah, ok, je suis encore en fait devant le film, même après le générique, quoi. Et je trouvais que c'était fantastique. Voilà. C'est assez rare pour être souligné, mais j'ai vraiment adoré un film. Dario a aimé. Merci, Là, on Dario. est tous sur le cul. Bon, on arrête le podcast. Hein. Mais oubliez pas qu'avant ça, il a aimé le remake de Massacre à la tronçonneuse et Komodo. Donc, Non. là là. Non. Gâche pas Il la a petite bon goût, victoire, c'est s'il une te bonne plaît. personne. Et je voulais juste rebondir Merci. sur ce que disait. Je voulais rebondir vite fait sur ce que disait Amélie, sur le fait d'en faire très peu. Moi, la réalisatrice Leslie Manning, c'est une réalisatrice d'ailleurs. Je le notais. C'est vraiment rare dans les faux docus. La réalisatrice m'a dit que le réalisateur de Paranormal Activity, il avait dit qu'il avait été assez influencé par son film, par Ghostwatch. Voilà. On va passer à l'avis de Mylène Ghostwatch. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ghostwatch, c'était un film que j'ai fantasmé pendant très très longtemps parce que c'était un peu comme un espèce de bruit de couloir et on pouvait pas vraiment voir ce film et ça avait l'air de faire trop peur et tout. Et je savais pas du tout de quoi ça parlait parce que j'aime bien regarder les films sans savoir de quoi ça parle. Et le jour où j'ai enfin pu le voir, je l'ai maté chez moi en plein milieu de la nuit. Mais ça a été le kiff total. J'adore ce type de film. J'aime trop l'ambiance à la manière des 30 histoires mystérieuses. Enfin, moi, je fais partie de ces enfants qui passaient leur temps sur les skyblogs à faire des recherches sur Amityville, sur les exorcismes, sur Enfield. Voilà, j'étais une enfant très très saine et ça me passionnait d'écouter des audios. C'est très inspiré du cas Enfield d'ailleurs, Ghostwatch. Oui, ça y fait beaucoup penser, même les prises de vue et tout. Enfin, vraiment, il y a cette vibe-là. Et j'avoue que quand j'ai commencé à regarder le film, très vite, j'ai été prise dans l'ambiance. J'y ai cru à fond. J'arrive plus à me souvenir si je savais que c'était un canular ou pas avant. Je pense que j'étais pas vraiment au courant. Donc, enfin, j'ai vraiment réussi à me mettre dans l'ambiance.
Et vraiment, même si j'aurais préféré le voir en 92 durant Halloween, mais pour des raisons évidentes je n'étais pas née, j'ai pas pu le voir à l'époque. Mais effectivement, à ce moment-là, je me suis retrouvée comme une enfant quand j'étais devant la télé, devant TF1, en train de regarder des cas un peu étranges. Et très vite, en fait, justement, ce peu de moyens, mais juste ces petits éléments, cette ambiance, justement l'interaction très ludique entre tous les personnages et tout de ce film a fait que moi, j'étais vraiment dans l'épouvante en fait. Et du coup, ça m'a fait régresser et j'ai eu assez vite peur en fait, et ça a beaucoup marché sur moi parce que ça m'a rappelé mes premières craintes en fait. Enfin, ne serait-ce que justement la première fois où on va voir... j'ai oublié son nom. J'étais là, Pipoudou, c'est pas du tout son nom. Pipes. Pipes. Pipoudou, ça nous va aussi. C'est autre chose, Pipoudou. C'est pas du tout. Voilà, vous voyez ma culture incroyable. Je suis vraiment une personne saine d'esprit. Donc la première fois qu'on voit Pipes, du moins l'une des premières fois, donc quand justement on va le dessiner au crayon à lumière, je trouve ça incroyable d'ailleurs. Vraiment, ce moment très technologie, je trouve ça fascinant. Technologie des années 90. Mais c'est ça, je trouve ça incroyable vraiment quand ils sont là. Alors attendez, on vous ramène une télé, vous allez pouvoir dessiner l'ombre, incroyable. Donc voilà, à chaque fois ça me fait beaucoup rire, mais c'est chouette parce qu'encore une fois ça joue avec nos peurs d'enfants et je pense que c'est vraiment l'intérêt où justement ils expliquent que c'est possiblement comme quand on se réveille la nuit et qu'en fait on voit le porte-manteau et qu'en fait finalement en fait c'est pas du tout un personnage et c'est qu'une ombre et encore une fois ça joue un peu avec l'essence du spectateur, comme tu disais Amélie tout à l'heure, en mode on n'est pas trop sûr de ce qu'on voit mais du coup ça te fait douter et c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup aimé de manière une série plus récente, Hunting of Hill House, où en fait on te cache des fantômes dans le fond et t'es jamais trop sûr de ce que tu vois, t'en parles avec ton pote avec qui t'es en train de le regarder qui te dit mais y a rien, pas du tout, moi je l'ai pas vu et du coup c'est vraiment ces petits éléments en fait qu'on va te mettre au fur et à mesure de cette émission qui font que la peur elle marche super bien. Et il y a aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que le personnage de la spectatrice, pas du tout, de la présentatrice, il est vraiment bien. Moi, plus je vois Ghostwatch, c'est un film que j'ai déjà vu une dizaine de fois parce que je l'aime énormément. Je crois que je fais chier Nico toutes les semaines avec ce film. Donc voilà, je pense qu'il en peut plus. Mais bon, ça va, il l'aime bien, donc ça va. Mais ouais, j'adore la présentatrice, je la trouve très très cool. Le présentateur, lui, je trouve qu'il a vraiment une vibes Pierre Bellemare, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Et j'adore cette horreur britannique qui vraiment a une ambiance qui moi en fait fait que ça me fascine et que je suis très attachée à ça. Et pour moi, ouais, Ghostwatch en fait c'est un film, c'est dommage parce qu'il est jamais sorti en France. Il a pour l'instant, déjà il vient d'être restauré, donc c'est déjà une bonne chose parce que pendant longtemps il n'était pas restauré en Blu-ray, mais en France il est jamais sorti et je trouve ça trop triste parce qu'en fait c'est un objet assez incroyable, même si aujourd'hui voilà, il y a des gens qui vont pas du tout accrocher, qui vont possiblement s'ennuyer devant parce que en fait ça dépend de notre sensibilité à l'horreur en fait et de ce qui nous touche. Moi effectivement comme Amélie, je préfère l'horreur qui en montre pas beaucoup et qui va en fait jouer sur nos sens, sur notre imagination en fait, qui va faire qu'on va commencer à voir des trucs dans notre propre espace à nous, parce qu'il y a aussi ce truc là où en fait l'émission nous parle à nous en fait, on devient acteur de l'émission et c'est ce qui fait que en fait je pense que tu peux décrocher si tu n'arrives pas à devenir acteur de l'émission et à ce moment-là tu vois juste une émission qui a l'air vieillotte et tu te fais suer comme une personne qui n'est pas très très loin de moi, que je ne mentionnerai pas mais qui donnera son avis tout à l'heure. Mais si effectivement tu deviens acteur, en fait il y a ce truc là où tu as l'impression qu'à tout moment justement quand tu as ces bruits après le générique, en fait c'est toi qu'on va venir chercher en mode attends mais en fait tu te sens bien safe chez toi. Non, tu n'es pas safe chez toi et c'est pour ça que pour moi Ghostwatch, le film il marche très très bien. Je trouve que en plus petit à petit cet esprit qu'on va te décrire justement par les appels téléphoniques comme tu le disais Amélie, dans cette pièce qui a été pas murée mais qui a été bloquée, on va te donner des éléments sur lui et au fur et à mesure tu as l'impression de le connaître presque alors que tu ne le vois presque pas et du coup voilà, ça marche très très bien. Il y a un peu ce côté histoire spooky qu'on pourrait raconter autour d'un feu de camp. C'est pour moi le programme idéal pour une soirée d'Halloween. Je pense que c'est vraiment un film, faut se mettre dans l'ambiance pour le voir et c'est effectivement un film super important parce qu'il a été précurseur
pour plein d'autres films, et à mon avis, pas que des documentaires ou des found footage. Je pense que c'est vraiment un film qui a nourri le genre horrifique de manière générale, et même si il est pas parfait, il est pas extraordinaire, bah, c'est quand même un objet assez improbable qui mérite d'être connu et qui, moi, fait partie de mes films préférés. Je l'aime énormément. Et donc voilà, je suis très très contente qu'on en parle aujourd'hui. Merci Nico. Je suis très content d'en Bah, parler. merci Mylène. Et du coup, apparemment, il y en a une qui n'a pas trop, qui s'est ennuyée devant Ghostwatch. J'ai pas dit que j'avais pas aimé le N'est-ce film. pas, Lily ? Attention. Elle a dit ennuyée. Mais par contre, oui, je me suis royalement fait chier. Pardon, je suis désolée, mais vraiment, c'est le sentiment que ça m'a fait. Mais du coup, je vais vous raconter une petite histoire parce que, comme Mylène, quand j'étais au collège, j'adorais les histoires de fantômes et de paranormal. Je regardais plein d'émissions et je lisais plein de livres sur le sujet. Et puis surtout, j'allais chercher des infos sur Internet. Et un jour, je suis tombée sur un blog américain qui disait qu'on avait retrouvé le film amateur d'adolescents disparus en forêt. Et qu'il existait un site rassemblant tous les éléments mystérieux autour de leur disparition. Je trouve donc ce site, qui était encore en ligne à l'époque, avec tout le matériel paranormal qu'il contient, et j'apprends que le fameux film en question est sorti au cinéma, et qu'on peut voir nous-mêmes ces images étranges. Donc, je file trouver le projet Blair Witch, que j'imagine, du coup, être un vrai document sur une vraie disparition. Et quand j'ai vu le film, j'ai flippé ma grande race. Voilà, le fait de croire que c'était vrai... Tu m'étonnes. Voilà, le fait d'y croire a vraiment influencé ma réception du film et m'a fait vivre une véritable expérience. De ce fait, quand on m'explique le concept de Ghostwatch, bah, je trouve ça incroyable et je pense vraiment que c'est une putain d'idée de génie au sens littéral. Je trouve que c'est génial, vraiment. Et dans les faits, ça l'est. Le film est super malin dans sa construction parce qu'il va essayer de relativiser les faits et même nous faire croire à un moment que la hantise était en fait un canular. Donc il mesure son suspense en étant assez peu spectaculaire, effectivement, pour que ça ait l'air crédible. On a aussi des appels en direct de téléspectateurs, comme vous l'aviez dit, et tout ça, ça rend la chose vraiment plausible aux yeux du spectateur. Et ça va surtout rendre le renversement final d'autant plus spectaculaire et effrayant. Et du coup, moi, pour le coup, le renversement final, moi, je le trouve trop spectaculaire par rapport au reste du film, et c'est ça aussi qui fait que je commence à décrocher à la fin, quoi. Donc je trouve que c'est un super produit de télévision, vraiment, comme vous l'avez dit, je vous rejoins à fond, avec en fond une vraie réflexion sur son médium, sur le pouvoir des images et la force de persuasion qu'a la télévision à ce moment-là. Mais c'est là aussi que du coup, moi j'ai un petit bémol, parce que c'est une fiction qui a besoin d'imiter les codes de la télévision pour fonctionner réellement en tant que produit horrifique. Et c'est très bien fait, justement, c'est une vraie réussite, dans le sens où on croit vraiment au plateau télé et à la mise en scène. Donc vraiment, là-dessus, c'est génial, c'est super bien fait, je le nierai pas. Mais du coup, pour moi, personnellement, et comme pas mal de gens autour de moi, finalement, vu que j'ai décidé de faire souffrir plein d'autres gens, non, j'ai voulu vérifier, j'ai voulu mener une expérience sociale, je l'ai montré à d'autres personnes autour de moi, et il y en a qui ont adoré, qui sont vraiment rentrés dedans comme vous, et il y en a... Et du coup, c'est pas que moi, parce que du coup, ça m'inquiétait. Parce que c'est vraiment mon genre sur le papier. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible, je suis la seule à pas kiffer. Et en fait, non, je me suis aperçue qu'il y a des gens sur qui ça prend pas. Parce que les formats télévisés des années 90-2000, c'est forcément ancré dans son époque. C'est fait pour capter l'air du temps. Le rythme est beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. On prend beaucoup plus de temps, comme vous l'avez dit, à expliquer les procédés techniques, parce qu'on n'a pas encore un rapport étendu à certaines technologies. Ce qui était normal à l'époque, mais qui me paraît aujourd'hui un peu désuet personnellement. Moi, le fait de nous expliquer, là on va être en plateau, là machin, et là tu vas crayonner sur un écran, moi franchement ça me fait décrocher. Pour vous dire, j'ai même pas compris des pans entiers du film du coup. Parce que je m'ennuie. Souvent. Ouais, non mais là, vraiment, il faut vraiment que je m'ennuie profondément. J'ai pas compris. Déjà, j'ai pas vu Pipes du tout. Et pourtant, j'ai vu le film 3 fois. J'ai pas vu Pipes et j'ai pas compris que c'était son mari sur le plateau. J'ai pas du tout capté. Donc, je vous avoue, je me suis beaucoup ennuyée. Elles le disent au début, ça. Oui. Ouais, quand ils présentent l'équipe. Écoute, je pense que ce que j'ai expliqué, donc tout le procédé très ancien de on va vous les présenter un par un, on va vous expliquer. Et du coup, comme je m'ennuie un petit peu, j'ai décroché, quoi. Tu vois, j'étais perdue ailleurs.
Donc je vous avoue que je me suis beaucoup ennuyée. Et pour pas vous mentir, là, donc les 2 premières fois, je l'ai vu un peu en faisant autre chose. Et du coup, la 3e fois, je me suis dit, allez, je le regarde vraiment. J'ai dû le voir en 5 fois. Mon 3e visionnage, parce que j'avais une capacité d'attention limitée. Tellement ça m'amusait pas, en fait, je l'ai vu en plusieurs fois. Et j'ai fait des pauses pour La regarder génération TikTok, ça. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Je suis trop jeune, j'ai 23 ans. Ça c'est pour manquait ça. de tétons. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai fait des pauses attends. pour regarder un truc qui m'amusait plus. Je regardais La Famille Stallone sur Paramount. mais je comprends. Non, mais mais voilà, par contre, ça, je c'est comprends chiant. Ah, moi, j'adore. La vraie star de l'émission, c'est Frank Stallone. Il est incroyable. Attends, juste pour je me suis vérifier. perdue, du coup. T'as pensé quoi, Skina Marinki, par exemple? J'adore. J'ai trouvé Ok. ça incroyable. Donc t'es capable quand Non, même. mais vraiment, D'accord, non, parce que c'est pour pas ça que juste une question de rythme. Je vois. Ouais, je pense que c'est le Mais attends, moi j'ai une autre question par contre. Pardon, c'est que ce qui m'interroge, c'est que tu t'as pas aimé le dispositif. Enfin, tu trouves que c'est un peu daté dans Ghostwatch, mais par contre, je sais qu'on a vu et on va reparler du lien entre les deux. On a vu aux hallucinations collectives Late Night with the Devil, qui passe d'ailleurs à Envoûment. Voilà, petite pub, qui prend un procédé un petit peu similaire, c'est-à-dire de faire venir une gamine supposément possédée sur un plateau de télévision. Là, c'est plutôt les années 70. Et t'as trouvé la recréation d'une émission des années 70 cool, mais une émission des années 90 dans son jus, du coup, tu trouves ça daté? Bah ouais, et c'est là j'y viens aussi parce que du coup, ça reproduit parfaitement tous les codes télé des années 90. Il faut que ça ait l'air d'une émission, vraiment, pour que les gens y croient. Et du coup, c'est là que ça devient daté parce que Late Night with the Devil, c'est plus un spectacle, c'est une mise en abîme du truc. Voilà, c'est plus digeste parce que si on te copier-coller une émission vraiment des années 70, je pense que ça te cringerait beaucoup plus. Voilà. Et du coup, je crois que j'aurais préféré ne pas savoir que c'était un canular. J'aurais aimé. Ah, t'aurais préféré y croire. Pardon? T'aurais préféré y croire. Ouais, quoi. voilà. J'aurais vraiment aimé voir Ghostwatch comme il a été vu en son temps. Parce que vraiment, j'imagine que vraiment les gens devant leur télé devaient être terrifiés. Parce qu'ils croyaient que c'était une vraie émission. Mais parce que justement, mon problème, c'est qu'en sachant que c'est un hoax, bah, c'est là que ça devient un peu vieillot à mes yeux. Je crois plus du tout, d'ailleurs, au personnage de la mère. Je trouve qu'elle joue très mal. La grande sœur aussi, je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Mais ça, en fait, je le vois parce que je sais que c'est faux. Puis aussi parce qu'il y a des trucs qui marchaient à l'époque qui marchent plus vraiment aujourd'hui. À la télé, du moins, on sait aujourd'hui qu'il y a déjà eu des hoax, qu'on peut embaucher des acteurs pour faire un canular, faire des faux témoignages, qu'on peut falsifier des appels en direct, alors que les gens étaient plus crédules à l'époque. On a aussi l'habitude de voir des effets un peu spectaculaires, même dans l'amateur, dans les TikTok, dans l'analogue horror. Donc on n'a plus la même crédulité. D'ailleurs, je pense à une émission télé française de la même époque qui s'appelait Mystère. Il y a une séquence qui est devenue culte, qui était présentée dans l'émission, donc c'est pas tout à fait pareil, mais qui était dans l'émission présentée comme une mise en scène, donc c'était faux, où pour illustrer le témoignage d'une personne qui avait vécu des phénomènes paranormaux, on voyait des patates volantes attaquer des gens dans une maison. C'était des patates suspendues par un fil, tu vois, ça a été perçu comme ridicule par une grande partie du public. Mais par contre, il y a aussi eu des gens que ça avait terrorisé, vraiment. Alors, c'est loin du niveau de Ghostwatch, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le genre de truc, ça marcherait plus. Ça ferait plus peur à personne parce qu'on est habitué à ce genre de choses et aux effets spéciaux. Après, comme je disais, ça n'enlève rien aux qualités du film, qui doit être vu pour son côté novateur et pour son jeu sur les codes de la télévision, qui reste absolument génial. Mais je trouve que l'aspect divertissement horrifique reste coincé dans le contexte télé des années 90. Comme j'imagine qu'après la grosse vague de found footage qui en a résulté, le projet Blair Witch, les gamins aujourd'hui doivent trouver ça vachement désuet, quoi. Peut-être. Après, je suis pas sûre. Il y a aussi un truc, c'est que il y avait pas, la télé-réalité, c'était pas vraiment un truc à l'époque. Enfin, tu vois, nous aussi, on est dans une période où on a plus tendance à questionner la réalité des images parce qu'elles sont beaucoup plus falsifiables et du coup, on va. Le premier réflexe qu'on va avoir face à une image un petit peu impressionnante, c'est de se dire que c'est faux. Oui, Alors que vraiment, pour donner des exemples, en fait, ils ont vraiment reçu apparemment 1 million de coups de fil. Sur 11 millions de spectateurs, ça fait quand même beaucoup.
il y a eu des gens qui se sont vraiment plaints. Le fait que ce soit une animatrice pour enfants a fait qu'elle a dû s'excuser d'avoir participé parce que du coup, dans la confiance, les parents ont laissé leurs gosses devant ça. Ils ont constaté des petits troubles de l'anxiété chez certains enfants après l'émission. Et il y a même supposément un jeune homme qui s'est suicidé. Est-ce que c'est vraiment en lien avec l'émission ou pas? En tout cas, ses parents ont fait un procès à la BBC quand même. Parce que il a été fasciné par l'émission et que entendant ensuite des bruits chez lui, bon, ça a certainement été le déclencheur de quelque chose, mais en tout cas dans sa lettre de suicide il parle de fantômes, donc ça a été pris très premier degré. Puis même je crois qu'il y a eu un petit disclaimer avant l'émission, mais il suffisait que tu n'aies pas le disclaimer, que tu ne l'aies pas vu, que tu prennes l'émission en route pour y croire, même si la BBC s'est défendue en disant mais en tout cas non, mais pas du tout, il y avait le nom des scénaristes dans le générique, c'était sur un créneau qui était réservé habituellement à la fiction. Il n'empêche que le film, enfin en tout cas le téléfilm a été pris très premier degré par une grande partie des spectateurs. Non mais ça j'ai aucun doute. Coup, Vas-y, excuse-moi. C'était pour contextualiser, c'était pas du tout pour remettre ok, pardon, j'avais pas cause. Non, mais du coup, moi j'y crois vraiment et je trouve le film d'autant plus remarquable parce que comme il reproduit parfaitement les codes de la télévision, je ne doute pas du tout que le hoax ait fonctionné. Et c'est pour ça que je le trouve d'autant plus remarquable comme objet d'analyse en fait. Voilà, moi c'est le côté divertissement qui marche pas sur moi du coup, mais. D'ailleurs, il y a un documentaire Ghostwatch Behind the Curtains que nous n'avons pas trouvé. Mais est-ce que tu l'as vu, toi, Nico? Non. Mais moi, j'ai longuement interviewé la réalisatrice, du coup. Et du coup, elle m'a envoyé notamment les vues du sol du dispositif sur le plateau et dans le quartier aussi, sur les lieux de tournage, quoi. Et c'est trop cool. Et voilà. Mais du coup, Nico, dans quel cadre tu l'as interviewé, la réalisatrice? C'est vrai ça? Dans quel cadre? Ah, dis donc, dans quel... C'était fait avec Naturel. Parce que j'écris depuis bien un an un livre sur les faux documentaires où j'interviewe notamment tous les réalisateurs de faux documentaires possibles et imaginables, même le réalisateur de Projet X, d'ailleurs. Et donc, j'ai dans les premiers que j'ai fait, parce que moi, comme Mylène, j'aime beaucoup Ghostwatch, je suis rentré en contact avec la réalisatrice de Ghostwatch et il est longuement interviewé sur cette expérience-là. Voilà. Trop cool. Du coup, il nous manque un avis, c'est celui de Mathieu. Bon, alors vous avez dit beaucoup de choses que je voulais évoquer, donc je vais essayer d'être bref, d'autant plus que j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Alors moi, Ghostwatch, ça faisait un moment que je voulais le voir, je connaissais le truc de nom, mais je savais pas forcément trop ce qui se cachait derrière. Après, quand j'ai compris que c'était un found footage qui se basait sur une espèce de truc en lien avec du paranormal et tout, j'étais très très intrigué par le film. Et j'ai failli en fait rester à côté très rapidement parce que déjà je suis pas forcément très très fan de tout ce qui est documentaire, found footage et compagnie, mais par contre j'adore tout ce qui est en lien avec le paranormal. Et donc j'étais encore une fois très curieux de découvrir le truc. Et très rapidement le film nous montre une espèce de prise de vue effectuée par une caméra posé dans la chambre des enfants dans laquelle il est censé se passer des choses un petit peu étranges, et effectivement ça commence à dégénérer, donc il y a une manifestation paranormale ou quoi, sauf que la caméra, donc c'est la caméra typique qu'on avait en fait dans les années 90, donc avec l'heure et la date qui s'affichent en bas de l'enregistrement, et au moment donné où les choses arrivent en fait dans la chambre, on voit qu'il y a une espèce de zoom qui est effectué pile à l'endroit où il se passe les choses, et sans que les dates et l'heure en bas de l'écran ne bougent. Donc là, il y a techniquement quelque chose qui ne va pas. Et je me suis dit, oh là d'accord, si en fait le film, en l'espace de 5 minutes, il y a déjà ce type d'erreur, ça va me sortir mais très très vite du truc. Et si en fait on continue comme ça jusqu'au bout, je ne vais absolument pas croire à ce que je regarde. Sauf que, comme vous l'avez dit, en fait, le film est très 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 bien écrit. Et même s'il y a un côté un petit peu vieillot, même si, comme disait Dario, il faut bien 40 minutes avant que le truc ne se lance, le film a un petit peu remis dans cette ambiance très télévision du début des années 90, avec tout ce qu'il y avait de
de chiant en fait à regarder à l'époque, quoi, parce que voilà, enfin la télé au début des années 90 c'était pas non plus la grande folie, et ce côté très poussiéreux, très tout le monde se dit merci à chaque fois qu'il se donne la parole, à chaque fois qu'il la prend, enfin tout est très lent, tout est très chiant. Bah ouais, en fait la télé c'était comme ça, quoi, et j'imagine encore plus la télé anglaise où ils sont tous très polis. Mais du coup ce truc là, enfin m'a très vite mis dans le bain, même si encore une fois j'ai repéré quelques trucs qui techniquement ne peuvent pas fonctionner, en tout cas pour une émission qui a un tel dispositif, donc il y a un plateau avec un truc en direct, avec des appels en direct, enfin supposé être en direct, et en même temps on a des caméras planquées dans une maison dans lesquelles il va se passer des trucs potentiellement paranormaux, avec à chaque fois la régie en fait qui fait pile les bons changements au niveau des caméras et tout. Il n'y a jamais un seul problème technique, il n'y a jamais un seul moment de battement. Alors que bon, vous n'étiez pas né, moi oui. Au début des années 90, quand on regardait la télé et quand on regardait en fait des trucs en direct, c'était un enfer. Même sur des gros trucs genre Interville, où là il y avait deux villes en fait qui faisaient des jeux débiles avec une vachette qui leur court après là. Le truc c'est que il y a rien calé. Il y a rien calé. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était à un endroit où ils n'avaient pas forcément placé une caméra ou quoi en régie, mais c'était la panique, quoi. Et le problème de Ghostwatch, qui est encore une fois mineur, c'est que il y a jamais de soucis techniques. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a, à chaque fois qu'il y en a un, en fait, ils trouvent très vite la solution pour vite passer à autre chose, et que toi, en tant que spectateur, tu ne t'emmerdes pas. Alors, d'un point de vue de la narration, ça se comprend, parce que si le truc était blindé de problèmes techniques, comme il y en avait en vrai dans les émissions du début des années 90, oui, ça serait très vite chiant, quoi. Mais là, je trouve qu'ils ont réussi à trouver, même si c'est pas forcément très cohérent, une espèce d'équilibre entre le réaliste chiant et le techniquement pas possible. Donc voilà, je me suis laissé prendre au jeu malgré ce truc. Au bout d'un moment, j'ai très vite compris que c'était une espèce de relecture du cas Enfield, donc qui a été très documenté depuis que le truc est arrivé, en fait. Alors les Anglais connaissent très bien cette affaire. En France, nous on n'est pas forcément familier du truc, mais je me suis quand même interrogé en me disant, putain, mais parmi les spectateurs en fait qui ont été terrorisés face à ce truc-là et qui ont cru que ce qui se passait en fait à l'écran c'était pour de vrai, il y en a pas qui connaissaient déjà le cas Enfield. Enfin, je pense. Ça m'a semblé un petit peu bizarre. Aujourd'hui, voilà, tout le monde a vu Conjuring 2, tout le monde a vu la série qui est passée sur Arte. Il y a eu des tonnes et des tonnes de bouquins écrits sur le sujet. Donc aujourd'hui, on serait moins on serait moins crédule par rapport à ça, quoi. Mais je peux comprendre qu'à l'époque les gens aient plongé dedans, parce que même si moi je me posais la question genre mais comment est-ce qu'on peut croire à ce truc là sachant qu'il y a tel problème technique, sachant qu'il y a ça qui va pas, sachant que blablabla, je me suis quand même rappelé aussi que 10 ans plus tard, sur Arte, il y a eu un faux documentaire qui passait qui s'appelait Opération Lune, qui t'expliquait en fait avec plein de personnes qui jouaient leur véritable rôle qu'on n'avait jamais marché sur la Lune, ce qui est évidemment totalement faux, et que les images que tout le monde connaît de Armstrong en fait qui marche sur la Lune et tout ça, ça avait été tourné en studio à Hollywood par Stanley Kubrick. Et moi je suis tombé dessus en fait à l'époque en direct sur Arte, et je me suis dit putain qu'est-ce que c'est que ce truc. Et plus on avançait dans le documentaire, plus je me rendais compte que le truc était complètement con, mais très bien fichu, très bien monté, très bien raconté, même si voilà il y avait plein de jeux de mots, plein de machins en fait qui étaient totalement débile, mais que j'ai pas forcément capté au premier visionnage, parce que encore une fois j'ai été mais à fond dedans. Et le problème de ce genre de film, c'est que encore une fois il y a beaucoup de personnes qui sont crédules et qui tombent dedans, et moi ça a failli être mon cas, et encore aujourd'hui il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de complotistes idiots qui sont persuadés qu'on n'a jamais foutu un pied sur la Lune, parce que en fait ils sont tombés sur des extraits de ce documentaire qui est encore une fois un faux documentaire, et qui le cite comme la source absolue, qui va t'expliquer par A plus B qu'on n'a jamais marché sur la Lune, et que c'est Stanley Kubrick qui a réalisé tout ça dans son coin en studio à Hollywood, quoi. Donc voilà, ce qui est évidemment faux. Le truc c'est que à l'époque de Ghostwatch, quand le truc a été diffusé donc à la BBC, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là, on n'était pas forcément habitué à ce qu'il y ait tous ces canulars et ces machins et ces documentaires et compagnie. Donc parmi les seules sources d'informations qu'on pouvait avoir, il y avait la télévision. Et la télévision, en fait, à partir du moment où elle te met en scène où elle te montre à 20h50 quelqu'un
en qui tu es censé avoir confiance. Donc là, en l'occurrence, l'équivalent du Michel Drucker anglais, quoi, le mec très propre sur lui, très sérieux, machin, qui t'explique en fait qu'il va y avoir une espèce d'expérience dans une maison en direct et que tu peux appeler le standard pour poser des questions, machin, tout ça. Bah ouais, tu le crois. De la même façon que dans le documentaire en fait Opération Lune qui est passé sur Arte, mais qui est passé sur Arte un 1er avril, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Parmi les intervenants, t'avais des mecs en fait qui étaient membres du gouvernement américain, et bah tu as un minimum confiance en ces personnes-là. T'es pas là à dire bon ah non l'autre là, le secrétaire machin chouette il me raconte de la merde. Bah non, voilà, tu fais confiance à ces personnes. Sauf que non, ces personnes en fait ont été amenées dans ce documentaire pour raconter n'importe quoi. Et le truc c'est que aujourd'hui on peut très facilement douter de ce qu'on nous montre, que ce soit sur internet, que ce soit à la télé, peu importe, voilà. À l'époque, la télé, c'était la source d'information principale. Et c'était pas naturel de se poser la question, est-ce que ce que nous montre la télé en fait à 20h50, c'est un gros calunar, c'est une grosse connerie. Tu partais du principe direct que ce que tu voyais, c'était forcément la vérité. Voilà. Donc je trouve que le film, avec le recul, il a plein de petits défauts, il a plein de machins en fait qui trahissent un petit peu son âge. Mais à l'époque, putain, mais j'aurais donné un rein pour être pour être anglais en 1992 et pris ce truc dans la tronche à l'époque, parce que vraiment ça devait être la folie, quoi. Je trouve aussi qu'en fait tout ce qu'on peut voir sur YouTube avec les enquêteurs du paranormal, les grands JD, les Gus DX et tout ça, moi qui adore ce genre de trucs, qui en consomme énormément, ce machin en fait c'est vraiment c'est l'ancêtre de tous ces trucs là, tu vois, que t'y crois pas, enfin limite on s'en fout, mais tu vis quelque chose de fort, et après en fait bah, tu te rends compte que bah, c'est que de la télé, ou c'est que une vidéo YouTube, quoi. Enfin, je suis assez fasciné par ça, et en vrai c'est une très très belle découverte, et bah, un petit peu comme tout le monde, je croise les doigts pour que ça soit édité correctement en Blu-ray un jour chez nous, quoi. Je voulais réagir vite fait. Ce n'est pas un fan footage, Mathieu, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Je suis désolé, je suis trop chiant. Non, en fait, tu disais un truc très intéressant, et je voulais rebondir dessus via une anecdote sur le lien avec Opération Lune. Un peu avant la sortie de la création de Ghostwatch, en France, on a eu les documents interdits de Jean-Teddy Philippe qui sont commencés à sortir en 89. Jean-Teddy Philippe m'a raconté que William Carell lui a avoué s'être fait avoir par les documents interdits, y avoir cru à l'époque de leur diffusion. Celui-là même, donc, qui a créé un faux docu de référence Opération Lune, s'est fait lui-même avoir. Et je trouve ça très, très révélateur, très intéressant. Vous voyez, même les réalisateurs, les grands réalisateurs de faux documentaires aussi, peuvent se faire avoir par du faux documentaire. Eux les premiers quand c'est bien fait, voilà. Ouais, mais de la même façon aussi qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait avoir, et moi le premier parce que j'adore ça, par la fausse autopsie de Roswell qui était passée encore une fois à 20h50 sur TF1, quoi. Tout à fait. Et ce truc-là en fait a fait le tour du monde, et dans la cour d'école on était là à dire est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas, et moi dans ma tête mais je rêvais que ça soit vrai, quoi. Et évidemment que ça ne l'est pas, évidemment que c'était une grosse connerie, mais enfin à l'époque en France il y avait ceux qui croyaient, ceux qui croyaient pas, et encore une fois c'est un truc qui est passé à 20h50 sur la première chaîne de télévision française, quoi. Donc forcément le truc il a un impact, et tout à l'heure aussi on parlait de Mystère. Moi Mystère, ce truc là m'a collé mais des cauchemars pendant des mois et des mois, alors qu'aujourd'hui si tu regardes un petit peu les émissions de l'époque sur YouTube, tu te rends très vite compte que c'est ridicule, quoi. Enfin la pomme de terre qui vole, ou le gamin avec des balles de ping-pong à la place des yeux là, ce truc là, mais c'était une vision de l'enfer à l'époque, et aujourd'hui tu te rends compte que juste c'est nul à chier, quoi. C'est notre époque. Aujourd'hui, on est habitué à ce type d'image, on sait comment c'est fait, on sait que des fois, bah, c'est juste de la grosse connerie, donc on tombe nettement moins dans le piège qu'à l'époque, quoi. Mais je pense qu'il y a un contexte qui était probable aussi, qui était propice, pardon, pas probable, qui était propice un peu à vouloir croire, dans le sens où il y avait aussi, début des années 90, il y a une espèce de revival des trucs qui tournent autour du paranormal. Il y a X-Files, il y avait une autre série aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, oui, il y avait aussi tout un imaginaire venu des années 60-50 qui revenait
aussi. Donc je pense que le I Want to Believe the X-Files, il a vachement imprégné la culture populaire. Il y avait pour certaines personnes, moi j'en avais dans ma famille, le I Want to Believe c'était un étendard. Ça veut dire je veux vraiment croire qu'il y a des choses paranormales qui existent. Voilà. Donc je pense que le contexte culturel est propice aussi. Et du coup, je l'évoquais tout à l'heure, est-ce que Late Night with the Devil est une réécriture plutôt cinéma de Ghostwatch ou pas? On sent qu'il y a certaines peut-être inspirations, le fait que ce soit une émission en plateau, qu'il y ait une parapsychologue et un sceptique, qu'il y ait des enfants qui soient possédés par une entité, tout ça. Même si on est quand même sur un dispositif très très différent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un lien entre les deux ou pas? Nico en premier peut-être? En vrai, je trouve qu'il y a une petite inspiration, mais pas tant. Enfin, c'est pas non plus une réécriture, tu vois, j'irai pas jusque-là du tout. Déjà, c'est un film de cinéma. Euh, c'est un film qui mêle le documentaire avec... Ouais, non, écoute, pour moi, c'est une inspiration, mais parmi d'autres. Et c'est pas non plus du tout loin de là une réécriture. Et voilà, comme je disais, même rien que le fait que ça soit un film de cinéma, ça ne peut pas être la même chose dans tous les cas. Et je pense que... ouais, je ne sais quoi dire de plus. Je sais que Mylène était non, mais un ça peu va. plus catégorique que moi. Oui, effectivement. Pour moi, c'était plus une relecture dans le sens où ça réutilise beaucoup de procédés qu'on voit dans Ghostwatch et notamment le fait de faire interagir le spectateur, enfin nous, avec le film et de le Oui. rendre ludique. Et comme disait Amélie, on a aussi des spécialistes, on a celui qui va débunker en fait les procédés. Donc même si là, il y a plus ce côté chaud parce qu'on va nous emmener du coup cette enfant Lily sur le plateau. C'est toujours des Lily hein, qui sont chelous et qui foutent la merde. Hein, voilà. Et du coup, même si là, pour le coup, c'est plus vraiment voilà, un show, un late show, mais je trouve qu'il y a plein de petits procédés et plein de petits clins d'œil qui, moi, m'ont beaucoup fait penser à Ghostwatch. Et d'ailleurs, je trouve que le film fonctionne bien parce que comme Ghostwatch, il est ludique, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'aux Alus, il a eu un prix, et le prix du public notamment, parce que justement, c'est un film qui est super bien... quand on le vit en salle, quand on le vit à plusieurs, c'est un film qui te fait interagir, qui te fait vivre avec lui et qui est aussi très très accessible pour les gens qui sont pas forcément férus d'horreur en fait. Parce que là où pour le coup Ghostwatch en fait pas plus des tonnes, hein, justement au contraire il en montre moins, il est plus démonstratif. Mais il est plus horrifique. Voilà, Je il suis est d'accord avec plus toi. dans les codifications contemporaines. Mais bizarrement, Late Night m'a beaucoup frustrée. En fait, parce que je trouve que pour un film qui en montre, il en montre pas assez, ou alors justement, contrairement à Ghostwatch, il n'arrive pas à mettre des petits points de tension en fait, qui vont te faire douter, même si on joue quand même sur le doute. On va jouer sur ce que tu vois. Comme Ghostwatch, on va te montrer quelque chose, te le débunker, te le montrer en image et tout. Il y a vraiment un procédé aussi qui rappelle Ghostwatch là-dessus, mais pour moi, je le trouve un peu trop timide et c'est là où il m'a frustrée. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est clairement un descendant de Ghostwatch pour moi. Peut-être la petite différence aussi entre les deux, c'est que dans Late Night with the Devil, l'histoire en fait est principalement centrée sur le présentateur télé. C'est vraiment le personnage principal, c'est vraiment lui qu'on suit. Donc il est très très bien interprété, il n'y a pas de souci, enfin, l'acteur il est génial. Mais dans Ghostwatch, il n'y a pas vraiment de personnage principal. Le truc principal en fait c'est l'événement, quoi. C'est est-ce que oui ou non en fait cette maison est hantée, et est-ce que oui ou non en fait l'émission télé va dégénérer quand on va se rendre compte que c'est le cas, quoi. Et je trouve que en termes de tension, Ghostwatch est plus impressionnant, même si paradoxalement il en montre moins, parce que sans spoiler, à la fin de Late Night with the Devil ça part dans tous les sens et c'est peut-être un petit peu too much. Oui. Là où je pense que Ghostwatch est un peu plus mesuré à ce niveau là, quoi, même si là aussi il y a des défauts. Ouais, moi, je pense que du coup, c'est pas du tout les mêmes intentions. Je pense que Late Night with the Devil, oui, il a un côté horrifique, ça reste un film d'horreur, mais je pense qu'il est plus dans la parodie. Que c'est pas le but premier, c'est pas tellement de faire peur, c'est plus une parodie un peu fun sur les codes de la télévision. Je pense qu'il s'inspire effectivement de Ghostwatch, mais peut-être bien plus de trucs comme Network, parce que effectivement, comme Mathieu l'a dit, il y a un gros zoom sur cet animateur.
dont on nous sous-entend qu'il aurait peut-être un lien avec les forces du mal parce que tous les gens de la télé des années 70... N'en disons pas trop. Ouais, je vais pas... Voilà, mais ils avaient un désir profond de gloire, voilà. Oui. En tout cas, moi, je Nico suis d'accord. Ouais, non, mais c'est juste... oui, mais moi, j'ai entendu plein de gens un peu aux alus, plusieurs gens un peu en mode ah, il en fait trop pas, c'est trop timide. Mais arrête, vous me cassez les couilles là-dessus. C'est juste pas un film d'horreur, tellement, plus que ça. Et c'est tout. Oui, C'est moi un aussi, je trouve. documentaire, c'est un mockumentaire, c'est un peu une comédie, ça parodie. Ça fait... Mais en fait, effectivement, en fait, c'est sûr que si tu veux avoir le grand frisson, le film ne te l'offrira pas. C'est sûr que Ghostwatch sera bien plus efficace là-dessus. Et en fait, il y a une question un peu d'attente, je trouve. Et moi, j'en attendais pas à avoir peur. J'attends pas souvent d'avoir peur, spécialement. Et c'est pas quelque chose que je désire pour apprécier un film, en tout cas spécifiquement. Et donc, ça fait que je l'ai apprécié, je pense. Et que je trouve pas qu'il soit timide. Enfin, je m'en fous que d'en voir plus. Et en vrai, je trouve qu'il m'en a montré bien assez. Après, je comprends la frustration, etc. Mais voilà, juste pour réagir, il est cool. Par contre, il est pas du tout aussi horrifique que Ghostwatch. Et effectivement, le point de vue est bien centré sur son personnage principal. Ce qui montre directement de toute façon que c'est pas juste une fausse émission, c'est une fausse émission en vrai euh, euh, qui est au milieu d'un espèce de faux docu avec des morceaux documentaires, etc. Enfin bref, c'est très hybride. Mais de toute façon, vous viendrez vous faire votre propre avis en venant le voir à On vous ment, n'est-ce pas? Oui, il sera Attends, j'allais diffusé. faire la vanne, j'allais dire. Parce que je l'ai pas vu, j'allais faire un lancement de fou, mais bon. Vas-y. En plus, il paraît que. Si tu veux faire le lancement de fou, Dario, vas-y. Mais hein. vas-y, on J'allais dire, peut. bah, du coup, moi j'ai une question parce que je l'ai pas vu. Mais par contre, je suis dans la région lyonnaise le week-end du 4-5. Je sais pas s'il y a moyen de le voir. Il Ah est bah oui. diffusé le 5. Eh bien, tu as bien de la chance, Dario, car tu pourras venir le voir à On vous ment. Mais non. C'est le 5 mai. Oh bien. Le 5 mai. Le 5 mai à 18h30 de mémoire, là, mais je crois. Si je Le m'abuse. cinéma Bellecour est présenté par Amélie et moi, apparemment. Effectivement, c'est vrai que nous présentons le film. Présenté Donc, nous par la serons là. Team Jumpscare. Nous vous attendons. Tout à fait. Nous espérons vous voir du coup en salle. Si personne n'a rien à ajouter, je passe à l'avis des auditeurs. Des deux côtés de l'écran, que l'on salue, qui dit qu'il l'a vu en synchro avec Hélène, Mylène et Lily. Il est assez désuet sur pas mal de points, mais une fois terminé, je me suis rendu compte d'à quel point il était précurseur et avant-gardiste. J'aurais adoré le découvrir à la télé à l'époque. Eh ben, ouais, on est d'accord. Comme nous tous. Ouais, je pense. Du coup, c'est même parfois comparé avec le truc d'Orson Welles, qui en fait, enfin, le truc de La guerre des mondes. de la guerre des mondes et tout ça, même si apparemment ce truc de panique à cause de l'invasion extraterrestre à la radio, ça a été un peu monté. Enfin, c'était pas aussi catastrophique que ça, mais il y a quand même peut-être eu un petit moment de panique, Ah bah, je pense. en tout cas en Angleterre, suite à cette émission. Guillaume Fitpoli. Très bon documentaire, même quand on connaît l'histoire derrière. Le fait d'avoir planqué le fantôme un peu partout est un détail que j'aime beaucoup. Eh ben écoute. Donc, du coup, c'est pas un documentaire. Quand tu le vois, je pense que c'est Il va cool. se faire gronder. Je dis rien. Mais tu l'as pas vu une seule fois, il y est Mais 13 fois. Vous pouvez pas regarder sur du YouTube, tout. il y a des compilations Je l'ai de. pas tu peux vu, voir, tu sais, tous moi les j'étais endroits juste là, mais j'en ai marre de voir des pièces vides. Voilà, je sais pas. Mais il y a un endroit où tu peux pas le rater, quoi. Vraiment. J'ai pas vu, c'est pas- je pense. Il y a littéralement un personnage qui l'entoure avec un crayon. Oui, mais en fait, moi j'ai vraiment cru à la théorie de c'est une forme qu'on voit dans le rideau, voilà. Et en plus, quand elle l'entoure avec le crayon, Alors, moi je l'avais pas peut-être, remarqué nouvelle dedans. théorie, c'est que il y a peut-être certains spectateurs qui le voient et certains spectateurs qui le voient pas. Bah, écoute, Ouais. il y a Genre, ça dépend. sur mes 5 phases de visionnage, il y a un moment où j'étais avec un pote et il a rien vu non plus. Donc, je crois- Morale, boire ses bocaux de pisse, réduit la vue. Non, ou je crois que juste que quand tu rentres pas dedans, bah du coup t'as pas la paranoïa qui Oui, s'installe. tu le cherches pas, t'as pas Donc, l'attente. Du coup, Ouais. tu le vois pas. Ah bah c'est sûr que t'es pas rentré dedans, toi. Alors, non, non.
Niwatori qui nous dit probablement effrayant si vu à l'époque en tant qu'enfant. Aujourd'hui, ça ne fait plus vraiment peur, mais l'effet fausse émission en live est plutôt réussi, à la manière de Without Warning et Spécial Bulletin. Est-ce que vous connaissez Without Warning et Spécial Bulletin? Non, Bien pas du tout, sûr. mais ça ouvre des perspectives. Nico, évidemment. Ah, Nico, Bien sûr, Spécial Bulletin, c'est un téléfilm américain réalisé par Edward Zwick, fameux réalisateur de, je sais plus, Légende d'automne, je crois, de plein de trucs, Glory, voilà, et Without Warning, c'est canadien, si je m'abuse, c'est très proche dans le temps, c'est 94. Et c'est autour de tremblements de terre, c'est très osé aussi dans le genre fausse émission. C'est deux Hawks télévisés comme Alternative Pluie, voilà, comme tout ce qu'on a pu citer, comme Ghostwatch. Merci Nico pour ton savoir immense sur tout ce qui est documentaire. Alors, Baberu qui nous dit précurseur des found footage documentaires actuels, une fiction qui rappelle l'émission Mystère qui passait sur TF1 au début des années 90. Eh ben voilà. Vous aussi, vous avez cité Mystère. On a les mêmes valeurs. Moi, ce qui me faisait surtout peur dans Mystère, et ça me fait encore peur aujourd'hui, c'est les enregistrements de personnes possédées. Moi aussi, ouais. Tu sais, il te mettait un plan sur une cassette, quoi, pour faire du plan de coupe. Et ça, des trucs comme ça, entendus en deuxième partie de soirée. Encore aujourd'hui, quand j'entends un truc, on a enregistré une personne possédée, ça me fait toujours aussi Moi, peur. je cherchais ça Alors sur que j'ai Skyblog. pas spécialement Moi aussi, peur des ouais. gens possédés. J'écoutais en boucle les enregistrements de possédés. J'en ai même produit des faux. Merci, Je me Lily. fatigue. Nous avons... Mes potes y ont cru. Nous avons Franck Tatter qui dit « Vu au bout avec Lillipus, heureusement qu'on a zappé sur le clan Stallone. C'est mon, c'est » Il y a mon Lily bébé. qui nous envoie ses sbires. Obligé, tu sais. Après, elle va nous dire c'est comme Casper, tout le monde le déteste. Et J'ai ben des voilà. témoins. Voilà. Mais les gens que tu payes pour dire ça, Lily, Je l'ai pas payé, je l'ai pas payé. Il est passé un soir avec un pack de bière et je lui ai dit écoute, faut que je regarde Ghostwatch. Et Attends. effectivement. Et Lily, tu je lui ai détestes vendu et il Casper trouvait ça très cool. Je déteste Casper. Ouais, Lily, elle déteste Casper, Mais, on s'est c'est engueulé le plein de fois, elle la C-word, lance il pas faut sur pas le le sujet. citer. Elle a pas de cœur. Oui, c'est ce qu'on lui a dit, mais non, mais on va pas la relancer parce que sinon on Mais est pas. je on vais est pas faire sorti. un tunnel de Il nous pourquoi reste Et un là, dernier mon- avis. Mon bébé Franck déteste aussi Casper. Voilà, on viendra à deux. et vous lui direz. Et enfin, dernier avis, une certaine Lula Daisy qui nous dit ça c'est de la bonne, 1992 Grand Cru, une année que Lily n'a malheureusement jamais connue. Je me demande qui est cette personne. T'as vu comment je t'ai taqué? Moi, j'étais pas née, moi. Hein. C'est vos trucs de vieux, là. Et du coup, Oh, doucement là, les trucs de vieux là. En vrai, il y a que Mathieu qui aurait pu voir Ghostwatch. merci beaucoup à tous pour vos avis sur Ghostwatch. Très On rappelle intéressant. effectivement que tous les amateurs de documentaires, mockumentaires, found footage et hoax en tout genre peuvent se donner rendez-vous à Lyon du 2 au 5 mai. Nico, quelque chose à ajouter? Tu as envie de nous présenter un petit peu la programmation, les invités, quelque chose qui nous donne envie? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire pour des espèces de dégénérés fans d'horreur dont je fais partie, hein, vous inquiétez pas. Cette année, on a Acte 236 qui vient présenter un film très inédit, La Prouche, qui est très peu vu en France, dans une belle nouvelle copie faite par nos soins. On a également... Qu'est-ce qu'on a? On ouvre le festival avec une série réalisée par Jason Walliner qui avait fait Borat 2. C'est une série produite par Seth Rogen qui s'appelle Paul T. Goldman. C'est très spécial et très cool, très divertissant, très drôle. Et ça, plein de choses en même temps. Je vous conseille de venir la découvrir. C'est une première en France. Et sinon, Late Night with the Devil. Et puis nous, dans le côté horreur, on a Exhibit 8, qui est un film des Pays-Bas. Et puis qu'on crache jamais dessus. On a un film japonais très particulier, Évidemment. interdit aux moins de 18 ans, mais pas pour des raisons tellement horrifiques. C'est une jolie romance Non, qu'on vous invite à Effectivement. venir découvrir. Voilà, il y a plein de choses. Venez. exactement. regardez Safe sur Word. Venez voir Safe Word.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial. Merci de nous avoir fait découvrir Ghostwatch. Merci la team Jumpscare. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, Apple Podcast, Spotify. On est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour un film totalement différent. C'est quoi la semaine prochaine déjà ? Ah oui, c'est pour 2013, nous, ouais. ah non. Ah non, alors, Attends. non, Ouais, si. mais la semaine prochaine, on se retrouve avec un épisode un petit peu spécial puisqu'on a quelque chose à fêter. On vous attend, on espère tous vous avoir à notre fête. Merci beaucoup et puis à très vite. Bisous, salut. Ciao. Salut.